il y a un moment pour explorer plein de choses. Et quand on a choisi, il y a un moment pour exécuter. Et je pense que j'ai aucun regret parce que je suis allé au bout de chaque expérience. N'ayez peur de rien. L'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de l'échec aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Antoine Boucher, cofondateur de Merci Walter, qui commercialise des fontaines à eau éco-responsables. Mais je vais laisser le soin à mon invité de vous en dire plus. Antoine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, une question que je n'ai pas posée dans ce nouveau format de podcast vidéo, mais que je posais tout le temps à mes invités. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très très bien. Frais le matin et chaud l'après-midi. Oui, c'est vrai qu'au moment où on tourne ce podcast, les journées sont un peu compliquées niveau météo. Alors, comme je le disais, tu commercialises des fontaines à eau et l'idée de Merci Walter, c'est d'avoir un produit qui est éco-responsable. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Merci Walter, le produit, la start-up ? Oui, tout à fait. Alors, Walter, c'est pas que des fontaines à eau en fait. Walter, c'est un peu un constat. Et ce constat, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu la consommation des emballages en France, les boissons représentent plus de 21% des emballages produits et consommés en France par an, ce qui est énorme. Et finalement, quand tu t'intéresses un petit peu à ces boissons, tu te rends compte que les grands formats, donc supérieurs à 3 litres, ne représentent même pas 3% des ventes en grande surface et e-commerce. Ce qui est en fait un peu dommage parce que finalement, une manière assez facile de réduire en fait ton bilan carbone, enfin le bilan carbone de ta consommation, c'est finalement de consommer un peu en plus grand format. Tu vois. Et aujourd'hui, boire de l'eau dans des 33 centilitres ou des 50 centilitres, parfois c'est un petit peu une ineptie. Alors parfois le setup fait que tu es obligé, mais en tout cas, de manière générale, dans la vie de tous les jours, voilà, il faudrait mieux favoriser les grands formats. Et si tu veux, Walter, c'était un petit peu l'idée, c'était de se dire on va démocratiser ces grands formats. En commençant par l'eau, mais du coup en se disant aujourd'hui tu veux consommer en grand format, tu as des barrières à la consommation en grand format, tu as le transport, tu as l'utilisation, tu as l'ergonomie, tu as pas mal de choses, et nous en fait si tu veux on essaie d'apporter une réponse à chacun de ces points pour finalement faciliter ça et devenir si tu veux un petit peu une sorte de facilitateur de consommation en grand format et un peu un trait d'union entre producteurs du coup d'un côté puis les consommateurs en offrant des solutions un peu clés en main aux producteurs pour commercialiser, distribuer leurs produits en grand format. Voilà. Du coup, ça veut dire que si l'eau, c'est le début, tu comptes lancer, tu as déjà sur ta feuille de route le lancement d'autres produits en grand format. Oui, tout à fait. On y travaille là sur des jus et du lait. L'idée, en fait, c'est que demain, pour un particulier, tu puisses avoir si tu veux ton panier de courses, on va dire un peu liquide, c'est pas des achats forcément plaisir, là où tu vas prendre du temps pour acheter des fruits, des légumes, des protéines, finalement sur ces produits liquides, tu les connais, t'as pas besoin de passer 500 ans dans un rayon de supermarché. Et donc finalement, si nous on propose une solution un peu clé en main pour acheter ton jus, ton lait, ton eau, de ta famille, de toi, de ton foyer si tu veux, de te le livrer sur le pas de porte avec une livraison éthique, avec un packaging éthique, avec tout un système qui fait que finalement, consommer en grand format, ça ne change rien à ta conso d'avant. Voilà, en fait, c'est assez facile et tu peux réduire ton empreinte plastique de 70 jusqu'à 80% si tu veux. Mais d'ailleurs, ça me fait rire que tu parles de lait parce que j'avais vu dans une interview que tu parlais de la livraison de Merci Walter, justement comme le laitier le matin qui apporte... du coup, ça date un peu, mais qui a apporté le lait sur le pas de porte. Ouais, tout à fait. En fait, c'est assez marrant parce que en fait, Walter, on a plusieurs casquettes. Donc, on a la casquette, si tu veux, un peu du packaging, marketing, commercialisation, puis surtout plateforme, en fait, un peu e-commerce, avec un système d'abonnement, etc. Et puis, en fait, on a dû trouver aussi des solutions pour la livraison. Alors, on n'est pas une boîte de last mile, mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que livrer grande quantité, puis surtout en poids, c'est super compliqué. Donc, on a échangé un peu avec les acteurs traditionnels. Dès qu'on dépassait des 30 kilos, ils nous regardaient. Oula, non, mais ça, on n'est pas capable de faire. Et puis, nous, on n'avait pas non plus aussi envie, si tu veux, de bosser avec des acteurs où, on va dire, d'un point de vue éthique, c'est pas toujours forcément super joli. L'idée, c'était de se dire, on travaille un produit avec du coup des producteurs qui
respectent en fait un certain cahier des charges. Donc, du coup, notre partenaire Bonneval, c'est une entreprise à mission, ils respectent la source, etc. Enfin, donc, il y a vraiment une vraie démarche RSE dans leur production. On travaille un packaging, enfin, je veux dire, on fait tout bien. Et à la fin, je pense que même le dernier kilomètre, il faut que ce soit bien fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un petit peu, il y a eu pas mal de choses sur notamment le quick commerce, etc., où on s'est rendu compte des qualités de la qualité de vie de travail, si tu veux, de tous les opérateurs. Et finalement, je trouve que c'est dommage d'avoir fait d'avoir tout travaillé l'amont pour au final tout gâcher un petit peu sur la fin, quoi. Donc, on a voulu chercher en fait des solutions pour livrer. Et quand on parle de laitier, en fait, on s'est dit finalement pour livrer des grandes quantités, parce que nous quand on livre, je rigole souvent, mais on livre presque de l'électroménager, parce qu'on peut livrer 30, 40, 50, 60 kilos. En fait, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on revienne un peu aux fondamentaux, parce qu'en fait, avant, on savait faire, ça se passait très bien, c'était pratique pour tout le monde, et en fait, maintenant, on l'a un peu perdu de vue. On est sur le tout de suite, et puis finalement... on a essayé de trouver un entre-deux où nous, on ne fait pas de la livraison, tu commandes la veille, tu te fais livrer le lendemain. On a à peu près 72 heures. Mais bon, après, c'est pas grave. Par contre, on a des créneaux, on livre le matin tôt. Et du coup, c'est pour ça qu'on parlait des laitiers, parce qu'on a voulu pousser les livraisons le plus tôt le matin. Parce qu'en fait, le matin, c'est super, quoi. On a des véhicules électriques. Les livreurs sont contents parce que ça roule super bien. Ils peuvent s'arrêter, ils ne sont pas stressés. Souvent, nos clients, on a une grosse partie qui ont du coup des accès autonomes. On livre des cubes d'eau de 10 litres, donc tu peux les poser sur le pas de la porte. Puis finalement, en fait, tout le monde est super content parce que tu te lèves le matin, avant d'aller au bureau, tu as tes cubis sur le pas de porte, tu les rentres, tu as juste reçu ton petit SMS, éventuellement à 7h du mat ou à 7h30 qui te dit on vous a livré. Puis voilà, c'est génial. Donc c'est pour ça qu'on parlait un petit peu du laitier, parce que moi je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes à mettre au goût du jour, mais que finalement l'innovation, c'est pas forcément de sortir quelque chose du chapeau, c'est peut-être aussi de fouiller un petit peu dans ce qui se faisait avant et de le remettre un peu au goût du jour. Et tu parlais d'éthique, alors j'ai une question très naïve. L'eau et l'accès à l'eau, c'est un gros sujet dans le monde, mais aussi en France, on en parle beaucoup ces 2 dernières années. Est-ce qu'on peut commercialiser de l'eau et être en même temps éco-responsable aujourd'hui ? Moi, je pense que, premièrement, tu forces personne à acheter de l'eau. L'eau, elle est disponible au robinet. L'eau du robinet est très bien. En France, on a la chance d'avoir en plus une eau du robinet qui est de très bonne qualité, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Après, tu as une partie de la population. Tu as à peu près 20% des Français, après ça va dépendre des études, mais entre 15-20% des Français qui sont des consommateurs d'eau minérale réguliers. Alors, ils ont pas mal de raisons, enfin, ils vont tous avoir, si tu veux, leur raison. Donc, ça peut être, par exemple, pour des femmes enceintes, des nourrissons, des gens qui ont besoin d'apport en calcium, etc. Voilà. Donc, chacun a sa raison. Et si tu veux, à ces gens-là, on ne peut pas vraiment leur interdire, leur dire, non, vous n'achetez pas de l'eau. Donc, notre velléité, ça a plutôt été de dire, offrons-leur une alternative, si tu veux, qui soit plus responsable que ce qui se fait aujourd'hui de manière plus traditionnelle, quoi. Donc ma réponse, c'est que oui, tu peux être éthique, tu peux vendre de l'eau, il n'y a pas de problème. Et du coup, tu en as un petit peu parlé dans la première question, mais moi, la question que je me posais aussi, c'est comment t'es venue l'idée, tout simplement, parce que j'imagine qu'on se lève pas en matin en se disant, tiens, on va faire de l'eau, des jus, du lait en cubi. Non, pas du tout. Écoute, je pense que dans la démarche entrepreneuriale, déjà, je pense pas que ça existe l'idée Eureka. Tu te lèves pas un matin en te disant tiens, je vais faire ça. En fait, je pense que la démarche entrepreneuriale, c'est une démarche. Donc c'est un mindset dans lequel tu te mets. Tu t'ouvres en fait à pas mal de choses. Donc tu te mets à discuter avec des gens, tu te mets à lire, tu te mets à t'intéresser, tu te mets à être curieux. Et je pense que ce process, il peut durer en fonction des gens, peut-être quelques mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et en fait, nous, dans l'histoire de Walter, en fait, tout simplement, moi, c'est ma rencontre avec David et Jean, qui sont les fondateurs de Bonneval, qui a fait qu'on s'est lancé, si tu veux, très clairement. Et c'était des velléités entrepreneuriales de mon côté, eux, une volonté de distribuer leurs produits de manière un peu plus éco-responsable, ou du coup un peu plus disruptive. Et puis, en fait, ensemble, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va ? On va travailler le grand format, on va travailler une plateforme de commercialisation, on va travailler la distribution. Et puis, voilà, Walter est né comme ça, quoi.
Et donc là, on a un Cubi juste à côté. Tu nous as parlé du packaging et notamment aussi du fait que c'est du carton, donc ça réduit grandement forcément le plastique. Est-ce qu'il y avait une volonté aussi de proposer, de déringardiser, on va dire, les fameuses fontaines à eau qu'on retrouve aussi dans les entreprises? Alors, je crois que c'est assez intéressant. Nous, si tu veux, au démarrage, en fait, cette petite fontaine, ce support, alors on en a un, celui qu'on voit ici. Là, on va en avoir un autre beaucoup plus simple. On travaille sur une fontaine froide. En fait, l'idée, Walter, on ne fait pas des fontaines à eau, si tu veux. On te propose des accessoires pour consommer ton eau en grand format. Ton eau, ton jus, ton lait, etc. Donc, dans cette gamme, on a des supports qui transforment en fait, nos cubes d'eau en fontaine. Et en fait, c'est assez marrant parce que initialement, notre vraie cible, c'était vraiment le particulier en se disant aujourd'hui, tu n'as pas d'alternative en particulier pour consommer en grand format. Et finalement, le B2B, on le regardait un peu, on se disait ok, ça pourrait être intéressant. Et finalement, il est venu à nous assez rapidement. Donc, si tu veux, on n'avait pas de volonté forcément de dérégardiser les fontaines à eau. Mais voilà, en fait, naturellement, voilà. Et je pense que c'est une deuxième chose assez importante sur l'entrepreneuriat, c'est aussi de se dire que finalement, tu suis un peu ton marché. Il ne faut pas être braqué à 100% sur ton idée de départ. Oui, c'est vrai que toi, ta cible de base, c'était, comme tu viens de le dire, le B2C, tu es passé au B2B. Tu m'as dit grâce à des opportunités. Ouais. Quelles sont justement ces opportunités qui t'ont fait dire le B2B, c'est notre avenir? Ouais, écoute, on en a eu plusieurs. On a eu une grande entreprise qui s'appelle Château Forme, déjà qui nous a contactés, qui nous a fait confiance et avec qui, du coup, on a travaillé une solution. Et c'est marrant parce que si tu veux, eux, par exemple, switchaient sur des modèles de fontaines connectées, donc tu as les classiques, Brita, Castallier, etc., qui sont super, hein, du coup, empreinte carbone, c'est des super solutions. Mais si tu veux, ils n'étaient pas capables d'équiper non plus tout en fontaines raccordées au réseau d'eau. Donc c'est là où ils cherchaient des petites fontaines nomades, RSE, et finalement, nous, c'était parfait. En fait, on comblait en fait un gap. Voilà. Et puis l'autre grand acteur avec qui on bosse, c'est GL Events, qui aussi est à la recherche de solutions pour ces salons, etc., pour décarboner un petit peu l'empreinte de toute cette industrie éphémère, en fait, qui dure que quelques jours à chaque fois. Et c'est vrai que sur des salons compliqués, les raccordements, beaucoup de bouteilles plastiques, etc. Et donc, eux étaient assez conquis par ça. Donc, on a très vite noué un partenariat. Et voilà, aujourd'hui, on équipe pas mal de salons. Voilà. Et pareil, dans la réponse précédente, tu évoquais justement le fait d'être flexible. Comment on acquiert cette gymnastique mentale de switcher tout le temps, déjà d'un sujet à l'autre? Parce que quand on est entrepreneur, on gère aussi bien des sujets financiers que marketing, que com, qu'opérationnel, management, etc. Et puis même switcher d'un marché à l'autre, opérer des repositionnements assez rapides pour essayer de ne pas trop perdre en chiffre d'affaires potentiel. Comment on acquiert cette gymnastique mentale? Je pense qu'il y a deux choses ici. Déjà, il y a la flexibilité. Quand tu es entrepreneur, du coup, tu as ton entreprise, tu es responsable de ton offre, de ta direction. Alors, il faut être flexible, il ne faut pas être non plus trop flexible, parce que je pense qu'il y a parfois des moments où tu dois tenir quand même un peu. Ce qui est surtout important, c'est de ne pas diluer en fait l'attention des gens, parce que tu as une équipe, donc il faut que les gens quand même aient un objectif, et puis finalement si t'es un peu trop girouette, ça devient vite n'importe quoi. Donc nous, dans notre cas, si tu veux, on avait un front B2C, on a ouvert ensuite un front, si je peux appeler ça B2B. Alors nous, c'est très facile parce qu'il y a une partie qui est online, qui est, si tu veux, du détail, et une partie offline. Et puis voilà, puis après on a un petit peu structuré l'équipe comme ça. Mais on s'est vraiment dit deux offres, et tu vois, en fait, je pense que quand tu parles de flexibilité, c'est à double tranchant. En fait, il faut en avoir un peu, mais il faut aussi la jauger pour que cette flexibilité, finalement, ne devienne pas quelque chose dans lequel tu te perds, et finalement, tu perds le focus des gens, tu perds le focus de tes partenaires. Et voilà, donc, je pense que c'est un subtil équilibre. Voilà. Et après, quant au sujet, si tu veux, différent dans une start-up, de basculer l'un à l'autre, après, je pense que chacun a sa solution, hein, peut-être bien compartimenté, puis aussi s'appuyer aussi sur les gens avec qui tu travailles. Nous, on est une petite équipe, mais on est super horizontal.
Et je pense que quelque chose qui est très difficile au démarrage, c'est d'apprendre aussi à déléguer, mais déléguer complètement. Et quand on dit déléguer complètement, c'est pas péjoratif, c'est vraiment faire confiance. C'est dire, je sais que la personne qui va faire ça va le faire peut-être différemment, pas exactement comme je l'aurais fait, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il le fait à sa façon. Et finalement, une entreprise, c'est plein de gens qui vont faire des choses à leur façon et mis ensemble qui marchent bien. Donc voilà. Et j'aimerais opérer un gros retour en arrière pour revenir à tes débuts, mais même tes débuts bien avant le monde du travail, au monde étudiant. J'ai vu que tu avais un double diplôme, du coup, si je dis pas de bêtises, arts et métiers ESSEC, donc ingénieur-manager. Qu'est-ce qui t'a poussé vers des études, vers une école d'ingénieur? Écoute, j'étais toujours adoré les maths. Donc en fait, j'étais plutôt un scientifique au lycée. Et puis en fait, on m'a un peu poussé en disant va faire une prépa, c'est bien, etc. Donc j'ai fait une prépa. J'ai adoré. On dit que c'est... des gens vont te dire que c'est difficile. Alors oui, c'est dur, mais finalement, j'ai rencontré mes meilleurs amis. On était en internat. C'était vraiment, franchement, des années superbes, quoi. Et puis après, les arts et métiers, super école, très hands-on, tu vois, très pragmatique. On faisait de la fonderie, plein de choses, donc hyper intéressant. Mais si tu veux, dans tout ça, je trouvais qu'il manquait un petit peu une dimension un peu, j'irais dire business, un petit peu financière. Et c'était un truc que je maîtrisais pas du tout et qui m'empêchait un petit peu de me projeter, si tu veux, dans un job entrepreneurial. Alors j'ai quand même fait en fin d'arts et métiers, dernière année, une filière un peu entrepreneuriale qui s'appelle Creda, donc avec un professeur, Patrice Dubois, qui était super, qui est toujours là-bas, hein, mais qui nous a vraiment mis, si tu veux, le pied à l'étrier, qui nous poussait à réfléchir à des projets. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il essaie de valoriser un petit peu l'ingénieur français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde un petit peu les écoles d'ingé, alors il y en a quelques-unes où c'est des managers en sortie, mais on en a beaucoup où finalement on ne sait pas trop se valoriser. Et c'est dommage parce qu'en fait, que ce soit toutes les écoles d'ingé, les IUT, etc., il y a de la technique, quoi, et finalement cette technique, elle s'applique à tout. C'est juste que il manque parfois le petit vernis, voilà. Et en fait, moi, c'est un petit peu ce que je suis allé chercher après, donc à l'ESSEC, et c'était génial. Voilà, aussi, ça m'a permis de rajouter un petit peu de vernis là-dessus, puis des compétences solides, et voilà, qui m'ont fait me sentir complet. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai vu qu'à l'ESSEC, alors si je dis pas de bêtises, t'as été au cœur d'un projet d'éolienne dans le Maine aux États-Unis, c'est ça? Ah ouais. Non, alors en fait, l'ESSEC, j'étais parti sur une filiale un peu plus finance, corporate et marché, et puis je suis tombé un peu amoureux de la project finance. Je sais pas si tu sais ce que c'est que la project finance. Grosso modo, c'est partir from scratch pour financer en fait un projet depuis la base, c'est-à-dire quand tu veux construire une ferme éolienne, etc. Et en général, ça s'applique à des projets avec des cash flows qui sont un peu régulés, donc où tu sais que ça va te rapporter X euros et comment est-ce que tu le finances, etc. Donc tu crées des modèles financiers, donc ça s'applique au champ, beaucoup aux renouvelables, ça s'applique à tout ce qui est infrastructure, si tu veux, et en fait par un prof qui était super, je suis tombé amoureux de ça, j'adorais cette gymnastique. C'est faire un business plan en fait, un peu un business plan, mais plus cadré, parce que là, il y a moins d'incertitude quant au marché. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce projet, j'ai bossé sur ce projet. Et puis, en fait, après, je suis parti bosser dans des fonds d'investissement, justement, en infrastructure. Et c'était assez top, parce qu'on allait financer des projets. Le premier en Méditerranée, je suis allé au Rwanda, en Ouganda, visiter des champs photovoltaïques. C'était assez sympa. Et puis, voilà, il y avait un côté entrepreneurial assez, si tu veux, borné, quoi, parce que tu sais où ton projet commence, tu sais où ton projet s'arrête, quoi. Mais oui, justement, comme tu le disais, tu as travaillé dans des fonds et j'ai vu que tu avais occupé des fonctions d'analyse financière, que ce soit en stage ou après ton diplôme. Et pourtant, tu m'avais dit, quand on a préparé cette interview, que tu as toujours su que tu voulais lancer ta start-up à un moment. Pourquoi ne pas t'être lancé directement après tes études? C'est une bonne question. Je vais faire la réponse classique, c'est que je ne me sentais pas vraiment prêt.
Je pense que tu apprends, au-delà de ce que tu apprends, tu gagnes aussi en maturité dans tes expériences professionnelles. Moi, j'admire les gens qui se lancent à la sortie d'école. Je pense que c'est super, tu gagnes aussi des années, parce qu'au final, tu te rends compte avec le recul que 1 ou 2 ans d'entrepreneuriat, tu prends du plomb dans le cerveau. Mais écoute, ouais, moi, je me sentais pas forcément très prêt. Je sais pas aller jusqu'au bout de ce que j'avais entamé, si tu veux. Ouais, je dirais ça. Ouais. Et du coup, que ce soit tes expériences étudiantes, arts et métiers, SEC, et puis tes expériences professionnelles plus tard, quel regard tu portes sur ces expériences? Est-ce qu'elles t'ont été utiles? Est-ce que te former à arts et métiers, et puis après les SEC, pour toi, tu as trouvé une utilité dans ton métier aujourd'hui de faire cette double voie? Et pareil pour les fonctions que tu as exercées après ton diplôme, est-ce que ça t'a apporté beaucoup pour ta start-up aujourd'hui, finalement? Je pense que... Alors, tu as plein de parcours possibles. Hein. Je ne veux surtout pas dire qu'il y a un parcours qu'il faut privilégier un autre, parce que c'est complètement faux. J'aurais fait différemment, j'aurais peut-être été au même endroit, j'aurais même peut-être été plus loin. Je veux dire, on ne sait pas. Je pense qu'avant tout, l'objectif, c'est quand tu fais quelque chose, tu le fais bien. C'est le premier truc, parce que faire des trucs à moitié, ça sert à rien. Tu t'y mets à fond. Moi, pour mon expérience, donc mon double diplôme, je suis pas non plus pour les diplômes à rallonge. Moi, ce que j'ai fait, c'était un master spé, donc ça a duré 1 an. C'était ultra intensif, c'était top. Je pense qu'il y a un moment, il faut se lancer aussi, hein, parce que c'est quand tu es dans l'eau que tu apprends vraiment à nager, quoi. Le background d'études, il est important, c'est que du plus. Je pense qu'il faut mettre la jauge au bon endroit. Je veux pas non plus décourager ceux qui ont pas fait forcément des études à rallonge, parce que ça veut rien dire et tu peux faire des trucs extraordinaires sans. Et puis après, voilà, moi, tout ce que j'ai fait m'a apporté quelque chose. Aujourd'hui, l'homme que je suis, la personne que je suis, c'est parce que j'ai été façonné aussi par mes expériences précédentes. Si je n'étais pas passé peut-être par la case CDI avant de me lancer, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais une boîte plus grosse. Peut-être que j'aurais fait faillite, je serais retourné dans... En fait, on n'en sait rien. Moi, je pense qu'il faut juste toujours être à fond dans ce que tu fais. Savoir dire stop aussi. Je pense que c'est super important. Enfin, quand tu fais quelque chose, si ça te plaît pas, etc., pas avoir peur de dire ok, je passe à autre chose quand tu as suffisamment poussé. Et je pense que si tu t'appliques un peu tout ça, finalement, tu peux pas vraiment te tromper, quoi, parce que tu vas toujours un peu suivre ce qui t'anime et puis en fait, dans l'instant présent, être content de ce que tu fais, quoi. Et tu m'as expliqué qu'il y avait quand même une grande différence de charge mentale entre le monde du salariat et le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu entendais par là? Oui, alors c'est complètement différent. Et je pense que le truc qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi tu es fait. Parce que je pense que tout le monde n'est pas fait pour le salariat, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que quand je disais juste avant, faut savoir aussi parfois se dire stop. Il y a des moments, si t'es pas fait pour ça, il faut que tu aies suffisamment d'introspection pour dire stop. Et je pense que sur la partie charge mentale, c'est que c'est une charge mentale complètement différente. Disons que quand tu es entrepreneur, que tu crées quelque chose ou que tu es au tout début de quelque chose, tu as une grosse charge mentale liée à l'activité, tu as beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas, tu peux pas trop poser sur une structure, ce qui veut dire qu'en fait, ta charge mentale, tu l'as un petit peu tout au long de la journée, tu l'as les week-ends, tu l'as un peu tout le temps. Alors, il faut quand même compartimenter, mais si tu veux, surtout au démarrage, les petits soucis qui d'habitude peuvent être traités par une structure un peu plus grosse, finalement, tu sais qu'à la fin de la journée, c'est toi qui vas devoir les traiter. Donc, et puis, bon, tu as aussi des sujets sur lesquels toi, tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre, c'est-à-dire le développement commercial de ta boîte. Tu peux faire tous les efforts du monde. Si tu as un problème de market fit, que ton produit n'est pas forcément le bon, tu vas ramer, et ça va être très dur, et ça, du coup, tu dois l'encaisser. Là où, dans une posture de salarié, tu as une autre charge mentale, c'est complètement différent, tu peux avoir de la pression d'autres personnes, etc. Donc c'est un environnement qui est différent, mais voilà, tu vas être un petit peu plus cadré, peut-être que compartimenter va être un petit peu plus facile, tu vas te donner à 200% dans d'autres choses. Franchement, c'est complètement différent. Moi, en tant que salarié avant, je faisais des gros horaires, je bossais beaucoup, je voyageais beaucoup, etc. J'avais aussi du stress, j'avais ma tension, et là, aujourd'hui, je bosse aussi beaucoup, je voyage moins, mais du coup,
si tu veux, ma charge mentale, elle est un peu différente. Voilà, c'est pas la même chose. Il n'y a pas un truc mieux qu'un autre. Moi, aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je fais parce que je pense que j'ai trouvé le bon fit. C'est pour ça que je te disais que c'est super important d'avoir le bon fit. Pour autant, je peux comprendre que des gens préfèrent avoir des grosses charges mentales salariales qui peuvent être hyper importantes aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y a des avantages du monde du salariat que tu regrettes qui te manquent aujourd'hui? Écoute, j'ai pas tant que ça en fait. Enfin, moi, je suis assez heureux dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai toujours été hyper heureux dans mon salariat avant. Mes boîtes étaient super, mes managers super. Enfin, vraiment, je pourrais pas dire de mal. Mais voilà, aujourd'hui, je suis super épanoui. Je suis heureux de faire ce que je fais. Les challenges m'animent. La charge mentale, ouais, parfois ça me prend pas mal. Mais écoute, c'est le jeu aussi. Et puis, si tu veux, il y a aussi parfois du très très positif que tu n'avais pas forcément avant, où les choses étaient un peu plus lissées. Voilà, donc non, je suis super content. Et puis bon, l'aventure humaine, l'équipe et tout, c'est juste génial, quoi. Et du coup, tu m'as dit que t'allais pas dire du mal, mais est-ce qu'il y a quand même des éléments de quand tu étais salarié qui t'ont fait dire, moi, je sais que je ferai pas comme ça quand je managerai, ou alors je sais que je ferai pas comme ça pour mon business, je prendrai pas telle ou telle décision? C'est sûr que... Alors, tout dépend des tailles d'entreprise dans lesquelles tu es, mais en fait, je pense que le salariat t'apprend aussi un peu d'humilité, parce que finalement, c'est pas toi qui es maître à bord, et donc tu dois faire des trucs qui sont pas forcément ce que toi tu aurais fait, tu dois être managé d'une manière qui est pas forcément celle dont tu aurais été managé, ou tu aurais managé, je veux dire. Donc ouais, c'est sûr. Après... Moi, écoute, dans le passé, on a eu des boss un peu compliqués, comme tout le monde, mais je pense qu'aussi ça t'apprend beaucoup et ça te forme beaucoup sur ce que tu veux pas forcément être, ou à l'inverse, des gens un peu inspirants, tu te dis, c'est des gens que je prends un peu en modèle. Mais oui, clairement, j'ai eu un peu des deux, et aujourd'hui, c'est ce qui façonne un petit peu ma manière d'aborder l'équipe, notre travail en équipe, d'aborder mes réflexions un peu stratégiques, mes orientations business, voilà. Donc tout ça te façonne, quoi. Et pareil, tu me disais du coup que tu te sentais pas prêt. Qu'est-ce qui a fait qu'un matin tu t'es levé? Enfin, j'imagine que c'est encore une fois un process très long et que c'est pas un matin tu te lèves et tu te dis c'est bon, je suis prêt, je vais lancer ma boîte. Mais est-ce qu'il y a eu un petit déclic quand même, un événement qui a provoqué un déclic chez toi et qui a fait que tu t'es dit c'est le bon moment pour me lancer? Écoute, comme avant, quoi. Alors ça s'est pas fait juste après, mais c'est un peu vraiment ce qui m'a c'est cette espèce de déclic où je me suis dit en fait voilà, j'ai envie de raconter, j'ai envie d'avoir une histoire à raconter. Je l'avais toujours dans un coin de ma tête, j'ai toujours je pense que l'entrepreneuriat, tu as aussi des modèles, tu as des gens dans ton entourage qui t'inspirent, des figures publiques qui t'inspirent, et je pense que tu es un peu comme dans le salariat ou l'entrepreneuriat, en fait, tu t'identifies à des gens, et forcément, c'est ce qui est un petit peu, tu te projettes, et c'est un petit peu ce qui va créer tes désirs. Et moi, c'est vrai que l'entrepreneuriat, je mourais d'envie de le faire, et puis en fait un jour je me suis dit attends, là t'es encore jeune, il faut y aller, parce que c'est pas quand tu seras plus âgé avec un confort de vie etc que tu vas pouvoir en fait tout envoyer valser et puis te relancer un peu from scratch de l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc je pense que clairement, moi, ça a été un petit peu... En fait, tu as raison, je pense qu'il y a un cap, en y repensant, c'était le cap des 30 ans, où je me suis dit, avant 30 ans, tu te lances. Et du coup, j'ai pris la décision, juste avant mes 30 ans, de me lancer. Voilà. Et donc, c'était quelque chose d'assez important. Et je pense que quand je te parle du Covid, c'est un truc qui a un peu qui a favorisé. Donc, tu vois, c'est tout un enchaînement d'événements, ouais.
Et quand on décide du coup de se lancer, qu'on quitte le confort d'un job, bah, effectivement, on n'a pas la responsabilité d'une équipe, d'un business, et un job où on sait qu'on aura toujours un salaire finalement à la fin du mois et qu'on se lance dans un univers qu'est l'entrepreneuriat assez instable et incertain. Est-ce que ça fait pas peur? Est-ce qu'on n'a pas une certaine appréhension? Et si oui, comment toi tu l'as combattu, cette appréhension? Bah, alors, je pense que, en fait, t'as une appréhension. Moi, je pense que le truc que tu peux... Enfin, comment dire... Moi, j'avais pas vraiment d'appréhension en y allant. Alors, je pense que la seule petite appréhension que tout le monde peut avoir, c'est l'aspect financier. Parce que se lancer, bah, ça implique au début des sacrifices en niveau de vie. Quand tu vois tes amis qui vont, on va dire... avancer un peu plus vite financièrement, bah, toi, du coup, tu rames un peu, donc c'est pas toujours évident. Moi, dans mon cas, j'avais bossé un peu avant, donc j'avais pu mettre un peu de côté, donc ça m'a rassuré. À l'inverse, tu as des gens qui se lancent sortis d'école, donc là, forcément, tu mets pas de côté, et donc c'est autre chose. En même temps, tu es plus jeune, donc tu es plus flexible. Je pense que moi, il y avait je pense cet aspect-là qui m'a un petit peu au démarrage un petit peu stressé, parce que je me dis voilà, tu dois assurer quand même, et puis finalement en fait ça s'estompe assez vite, parce que tu te mets dans ton projet, tu te mets à 200%, et puis en fait voilà, t'es animé par ton projet, tu te lèves le matin et tu penses à ce projet, et puis bah en fait ça tu le mets complètement de côté, et finalement en fait t'es nourri un peu par le projet. Alors il y a des moments, il faut avoir des wake-up calls quand même, tu peux pas être, c'est pour ça que je te dis, je réinsiste, c'est hyper important aussi de savoir parfois dire stop à un projet entrepreneurial, mais du coup en fait t'es dedans, et en fait cette appréhension, je pense que c'est comme quand tu sais quand tu veux plonger de haut, etc. Une fois que t'as sauté quoi, tu sais que voilà, tu vas y aller, et donc en fait je dirais à tous ceux qui veulent se lancer, en tout cas, c'est que l'appréhension elle est au début, enfin elle est avant de se lancer, mais une fois que t'es dedans, il n'y a plus d'appréhension quoi. Donc tu rentres dans un tunnel, tu vas, tu fais des trucs, et puis voilà. Et t'as dit qu'il fallait savoir dire stop. Est-ce qu'il y a des idées ou des projets que tu comptais lancer auxquels t'as dit stop Ouais, bah en échangeant. Alors, moi, enfin, t'auras compris, moi je suis très dans les... je pense que tu montres... Enfin, la communauté est importante, le groupe est important, et je pense qu'entreprendre seul, c'est pas forcément... Enfin, moi en tout cas, c'est pas vraiment ma vision. Ouais, on a déjà eu des idées, des projets, en se disant, ah tiens, ça pourrait être top, on regarde, on fait quelques calls, t'en parles, etc. Puis en fait, tu te rends compte que bah, non, le truc est pas forcément... va être un peu compliqué. Mais quand je disais stop, c'était pas forcément dire stop, enfin... ne pas aller sur une idée, parce qu'en fait, ne pas aller sur une idée, c'est assez facile. Ce qui est plus difficile, c'est de prendre une idée, parce que de la pousser, et au bout d'un moment, dans cette idée, de se dire, ok, bah là, par exemple, ça, il faut arrêter ça, parce qu'en fait, on va pas y arriver. Ou même carrément un projet, de se dire, voilà, moi, dans le passé, alors mes expériences, si tu veux, je bossais... je bossais avec des CEO, avec des boîtes, etc. On a eu un peu des startups à gérer, donc j'avais un peu ce côté aussi, un peu côté invest et tout, qui était super intéressant, où parfois tu avais des super boîtes, et puis tu parlais avec des entrepreneurs et t'expliquais que bah ouais, mais là en fait on peut plus continuer, et c'est vrai que c'est très dur quand tu es hyper impliqué dans ton projet d'avoir ce réveil un petit peu, de te dire bah ouais, mais là en fait on peut plus continuer. Ça veut pas dire que l'aventure s'arrête, mais voilà, va falloir partir sur notre aventure, etc. Et c'est le stop dans ce sens où je pense que il faut avoir un peu de recul aussi dans l'entrepreneuriat, c'est super important. Ce qui est complètement contraire à ce que je viens de te dire, où tu perds l'appréhension, tu rentres dans un tunnel, mais il y a ces moments où il faut prendre un peu de hauteur sur ton activité, et ça, je pense que c'est peut-être un truc que le salariat m'a un petit peu appris, puis d'être de côté un peu invest m'a un peu appris. Et qu'un entrepreneur aussi doit apprendre, quoi, parce que voilà, tu dois d'avoir un peu la tête froide parfois, et un peu de hauteur. Et justement, est-ce que ce bagage professionnel t'a aidé, que ce soit dans la construction de ta boîte, mais aussi dans la crédibilité qu'on te donne à ta parole, à ton projet, que ce soit auprès de partenaires, d'investisseurs, de distributeurs? Ouais, bien sûr, je pense que quand tu as un background, en fait, je dirais pas tant le salariat en lui-même, mais c'est surtout l'expérience professionnelle, c'est la maturité que tu as. Donc forcément, ça m'aide, c'est certain. Après, voilà,
pas discréditer non plus des entrepreneurs qui se lancent en sortie d'école, d'études, parce que finalement, ouais, tu vas acquérir une maturité qui va être beaucoup plus rapide que dans le salariat. Et puis finalement, tu vas aussi avoir une légitimité, hein, parce que monter une boîte, je veux dire, faut être armé quand même, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses, il faut être persévérant. T'as pas de manuel, tu peux pas lever la main et dire là j'ai un problème, t'appelles pas un service IT pour débloquer ton ordi. Enfin, je veux dire, tu as tous tes combats du quotidien, quoi. Et finalement, tu te retrouves à faire presque tout et n'importe quoi. Et en même temps, c'est un peu ça la beauté du truc, c'est que le jour où t'as ton bébé un peu qui fonctionne et qui marche tout seul, tu dis waouh, quoi. Et je pense au démarrage où c'est moi qui paramétrais les adresses email, qui créais les trucs. Enfin, je veux dire, mais donc c'est pour ça, je pense que c'est clair que tout ce que tu fais avant t'apporte toujours, parce que c'est plus l'expérience en fait qui te façonne. Mais bon, sans expérience, tu peux aussi démarrer et avoir une crédibilité, hein. C'est pas, je veux dire, ta crédibilité, tu la démarres à partir du moment où déjà tu démarres tes études, etc. Donc, t'arrives, t'es pas non plus vierge de toute crédibilité, quoi. Et tu t'es lancé, comme on disait, dans l'entrepreneuriat, tu as quitté un job stable pour te lancer dans cet univers un peu incertain, mais en plus, tu as choisi un univers qui est assez réglementé, tout ce qui est alimentaire, boisson, il y a des normes d'hygiène, de distribution, de stockage qui sont assez spécifiques. Ça t'a pas fait peur de te lancer dans une branche, dans un secteur qui est aussi réglementé, et aussi complexe à appréhender? Écoute, pas forcément, parce que finalement... je pense que, tu vois, ça crée aussi des barrières à l'entrée. Ce qu'on fait aujourd'hui, t'as pas tout le monde qui peut le faire. Si quelqu'un voulait le faire demain, ça demanderait quand même du développement. Donc, tu vois, tu mets déjà un peu de distance entre de la concurrence potentielle et toi. Ça veut pas dire que c'est pas faisable, hein, mais voilà, t'as quand même ça qui te crée des barrières. Et puis, après, tout dépend en fait de la proposition de valeur que tu veux faire, hein. Moi, je pense pas que le plus compliqué est le mieux, forcément. T'as des gens qui vont avoir des idées très simples, très basiques, avec une exécution impeccable, et qui finalement vont se démarquer grâce à ça. T'en as qui vont choisir des trucs super complexes pour justement être sur des niches. Nous, on a choisi un entre-deux, avec un peu de complexité au niveau réglementaire, packaging, distribution. Mais finalement, voilà, on fait aussi pas quelque chose de si compliqué que ça quand tu regardes. Voilà, nous, on est un petit peu là pour pousser, démocratiser le grand format, tu vois. C'est pas, on réinvente pas non plus la roue, mais en fait, on met plein de petites briques les unes à côté des autres qui font qu'en fait, le modèle en lui-même, finalement, a une sorte de complexité, quoi. Et puis surtout, je pense que une complexité, et puis en même temps, moi, je me bats pour qu'on ait une exécution qui soit la plus impeccable possible, quoi. Il s'est écoulé combien de temps entre l'idéation et la commercialisation du premier Cubi? À peu près, ouais, je dirais un an et demi. Ouais, une bonne année et demie, ouais. Et s'il y avait quelque chose sur ces 1 an et demi que tu referais différemment, ce serait quoi? Écoute, alors, je vais pas je suis pas forcément mécontent de cette année et demie, de ce qu'on a fait. Ouais, il y a peut-être des petits trucs qu'on n'aurait pas fait comme ci, comme ça, mais dans l'ensemble, je peux pas te dire que je sois mécontent et mécontent du résultat. En revanche, ce que je peux dire, qui est pour le coup assez important, je pense que quoi qu'on fasse, tu sais, c'est Pareto, quoi. C'est 80-20. Faut pas voilà, quand tu as fait les 80%, t'y vas, quoi. Perds pas de temps sur les 20% restants qui vont te prendre 80% du temps, quoi. Et c'est le seul truc hyper important, c'est qu'en fait, voilà, faut y aller, il faut être bien préparé, mais il faut pas non plus être trop préparé, parce que finalement, c'est quand je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quand tu nages, pour nager, il faut être dans l'eau, quoi. Oui. Donc voilà, donc nous, c'est un peu ce qu'on a, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai poussé. On a rapidement fait des fast tests avec des potes, des amis d'amis, etc. Ça nous a permis d'avoir du feedback. Je veux dire, au démarrage, c'est moi qui allais livrer même les clients, tu vois, moi-même, donc c'était marrant. Bon, on en fait encore quelques-unes de temps en temps pour savoir, pour avoir la tête dedans. Mais non, je pense que ouais, je n'aurais rien à refaire différemment, mais pour le coup, vraiment, mon conseil, c'est go, quoi. Faut y aller, quoi.
Et tu en parlais tout à l'heure, du coup, au début, l'idée, c'était plutôt de s'adresser au marché B2C. Finalement, vous avez pivoté vers le B2B grâce à plusieurs opportunités, notamment Château Forme et GL Events. Aujourd'hui, quelle est la part du CA qui est en B2C et quelle est la part qui est en B2B? Écoute, aujourd'hui, on va dire c'est du moitié-moitié avec 60% B2B, 40% B2C. Le B2C a un petit peu plus d'inertie. Après, est-ce que sur le B2C, tu as de la scalabilité aussi. Donc, pour moi, c'est une inertie différente. Les deux font écho, en fait, parce que grâce au B2C, tu peux... finalement, en fait, tous nos clients B2C travaillent dans des entreprises, ont des vies professionnelles, et finalement, s'ils l'utilisent chez eux, ils peuvent aussi se projeter sur une utilisation, du coup, sur leur lieu professionnel, dans leur activité professionnelle. Donc, ça nous amène des clients. Et inversement, quand tu équipes tout un salon ou tu es dans un château forme, je reçois des photos, des trucs comme ça. Donc, les gens le voient, et puis ça donne l'idée aussi. Donc, tu vois, les deux se nourrissent. Et puis, je pense que c'était hyper important pour Walter de se dire que tu offres une solution qui ne se limite pas forcément que à ton foyer ou à ton bureau, quoi, et que finalement tu peux faire cet effort chez toi ou à la maison ou au bureau, quoi. Donc cette dualité aujourd'hui, pour moi, elle est super complémentaire. En plus, c'est des modes un peu de commercialisation différents. On est vraiment sur de l'online. Alors, on va dire du détail, où là, on gère les livraisons, mais du coup, sur des villes identifiées. Donc, on livre à Paris, région parisienne, Versailles, Lille, Nantes, Lyon, et là, on va ouvrir Rouen. En revanche, voilà, sur le B2B, là, on va livrer des plus gros volumes. Donc là, on peut aller partout en France facilement, parce qu'on parle de palettes, etc. Donc, c'est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus large. Et là, du coup, on discute directement avec des professionnels. Donc, voilà, aujourd'hui, les deux se nourrissent. Et en tout cas, ça s'empiète pas. Donc, tant mieux. Et tu vas lancer, du coup, t'en parlais, le lait, les jus. Mais sur l'eau en tant que tel, est-ce que tu penses que Merci Walter peut se faire une place parmi des géants? Parce que, on pense notamment à Nestlé, mais il y a aussi Evian qui a sa fontaine à eau. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une place pour des petits acteurs sur ce marché-là? Alors, nous, ce qui est vachement important, c'est que Walter, on n'est pas un minéralier, on n'est pas un producteur de jus, on n'est pas, si tu veux, un laitier à proprement parler, c'est-à-dire en producteur de lait. Nous, on est plus un trait d'union, si tu veux. Donc, on n'est pas, si tu veux, en opposition à des marques plus connues. Nous, demain, on bossera certainement avec des marques plus connues. On a déjà eu des touches pour d'autres produits avec des marques assez connues. Donc nous, l'idée, et on le voit là sur ce packaging qu'on a, c'est une nouvelle marque, Roche-Claire. Donc c'est une autre marque encore que la Bonneval. On est en train de pousser un peu cette logique de partenariat, et moi j'y crois parce que je pense que chacun sait faire quelque chose. Quand tu produis, quand tu es minéralier, tu sais embouteiller de l'eau. Nous, on a une expertise sur le packaging, on travaille avec des industriels là-dessus. On a une expertise sur les fontaines, les supports, etc. C'est comment en fait utiliser ces grands formats, et on a une expertise sur la commercialisation et la distribution. Donc finalement, nous, tout ça, on le met au service finalement de marques pour leur dire, on a une solution un peu clé en main pour que vous puissiez distribuer vos produits en format éco-responsable. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration, par exemple, tu parlais d'Evian pour sa fontaine, parce que Evian, pour le coup, pousse, ils sont assez moteurs et ils essaient toujours de pousser l'innovation. Donc, moi, je trouve ça super. Après, pour autant, il y a des marques aussi qui vont pas forcément avoir cette capacité d'innovation, etc. Et ce qu'on comprend, parce que chacun son métier, quoi. Et donc, si nous, on arrive à pouvoir les aider finalement et à créer ces logiques de partenariat, pour moi, en fait, c'est exactement ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est pour ça que je vais pas jouer des coudes pour me faire une place sur le marché. Je vais plutôt montrer ce que je peux apporter et puis derrière, essayer de grandir, en fait, en entraînant avec moi d'autres marques. Et voilà, donc le but, c'est pas de cannibaliser des marques, mais plutôt d'aller les aider, en fait, à décarboner un petit peu leur proposition de produits, quoi, leur offre produit.
Et tu parlais d'innovation. Pour beaucoup de startups, l'innovation est clé. Beaucoup de startups lancent beaucoup de projets dans les premières années et beaucoup de produits sur le marché. Est-ce que c'est une stratégie pour toi? Est-ce que tu veux te lancer rapidement dans plein de projets différents, ou alors tu te focalises sur l'eau avec du coup à côté les jus et le lait et ça sera ton focus principal pour les prochaines années, ou vraiment tu veux t'étendre et lancer rapidement plusieurs Alors nous, je pense que de toute façon la gamme de produits on l'avait toujours en tête et c'est important, on va devoir l'élargir. Aujourd'hui on a commencé sur l'eau qui est, si tu veux, un produit qui est rapport poids-prix et le plus compliqué, hein, parce que c'est très lourd et c'est on va dire un produit qui n'est pas le plus valorisé par rapport à du jus ou du lait. Et on arrive quand même à gérer notre logistique et tout avec. Donc bien sûr, nous, pour moi, l'élargissement de la gamme, il est important et on y travaille. Hein, ça va arriver là, début 2024, on va avoir tout ce qui est jus, etc. Le lait va suivre. Et pourquoi pas même d'autres produits après. Hein, on a plein d'autres idées. Donc non, là-dessus, en fait, je pense que on parlait tout à l'heure de flexibilité. En fait, aujourd'hui, nous, vraiment, le positionnement de Walter, c'est démocratiser la consommation en grand format. Donc, si tu veux, tout ce qui se consomme de manière régulière dans un foyer, qui finalement n'est pas un achat à plaisir, où on peut en fait apporter une solution, si tu veux, via la consommation en grand format, bah écoute, pour moi, c'est pas dire ouais, c'est justement continuer dans sa lignée et justement foncer. Donc, non, là-dessus, on se l'interdit pas et on va même le faire, quoi. Donc, on y travaille, en fait. Tu parlais de nouveaux projets, ce sera toujours dans les liquides? Alors, pour l'instant, on est liquide. C'est vrai que ouais, sur cette dimension liquide-non liquide, alors là, pour le coup, on s'interdit rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a une expertise sur le liquide. Le liquide fait sens, d'autant que on voit beaucoup l'émergence du vrac. Donc, la définition du vrac, c'est la vente sans packaging, hein, qu'on soit d'accord. Et en parallèle, on a on voit pas mal notamment des arrêtés du coup qui interdisent en fait la vente en vrac de certains produits, notamment le lait par exemple, pour des raisons sanitaires, parce que tu vois, c'est évident. Donc en fait, aujourd'hui sur le liquide, il y a une vraie valeur ajoutée parce que tu as des produits que tu dois en fait remplir à la source ou à l'endroit où ils sont produits, les sceller, et puis tu as toute une question sanitaire, si tu veux, de gérer un petit peu ta chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, je pense que le liquide fait vraiment sens dans ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on y va à fond, mais demain, voilà, si on a d'autres opportunités, tu vas en parler aussi, mais c'est comme ça, sur d'autres types de produits, mais alors, bien sûr, quoi, on va pas si ça peut faire sens et qu'on a envie d'y aller, pourquoi pas. Et tu disais que vous aviez la gamme justement en tête depuis le début. Est-ce que tu as une feuille de route tracée pour les prochaines années, ou alors au contraire, vu que justement tu as pu voir avec ton marché que certaines choses pouvaient pivoter, tu te laisses quand même un champ des possibles ouvert? Écoute, on a des produits phares en tête, mais juste exactement comme je te disais avant, c'est qu'en fait on n'est pas fermé du tout à revoir un peu cette feuille de route. Et quand on parle du coup de flexibilité, etc., je pense que c'est super important. Voilà, tu montes une entreprise sur un marché qui est nouveau, il n'y a rien d'écrit, rien d'écrit dans le marbre, les attentes consommateurs peuvent évoluer, donc il y a plein de choses. Donc ouais, aujourd'hui on a en tête un fil conducteur si tu veux, mais après il va peut-être varier un petit peu, c'est fort probable, quoi. On ira... En fait, on fera ce qui est le mieux pour les consommateurs, pour l'entreprise. Et finalement, je pense que si on garde un peu cette flexibilité gymnastique, on devrait toujours s'en sortir. Et tu disais que vraiment tu voulais te lancer dans l'entrepreneuriat, tu aimes beaucoup cet exercice d'être entrepreneur. Est-ce que tu t'imagines du coup rester à la tête de Merci Walter, ou alors quand vraiment tu deviendras plus chef d'entreprise qu'entrepreneur, est-ce que tu t'imagines te lancer dans d'autres projets? Écoute, moi je pense que ce que je te disais, quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien. Donc moi aujourd'hui je suis à fond sur ce projet, le focus c'est important. Ça ne veut pas dire que tu peux pas être curieux, regarder d'autres choses bien entendu, hein, mais là voilà, moi au jour d'aujourd'hui je suis à fond sur ce projet et je m'en donne à 200%, j'ai une petite équipe, voilà, on se doit d'avancer. Et puis voilà, et puis écoute, dans 3, 4, 5 ans, je sais pas quelle tête aura encore l'entreprise. J'espère qu'elle sera super bien lancée. Et puis finalement, on aura tellement de projets grâce à ça, si tu veux, d'expansion, peut-être
international, etc., que la question se posera même pas. Donc je suis pas... Mais bon, voilà, tout est possible, on s'interdit rien, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, le focus est sur ce projet, et c'est un conseil aussi, je pense, à tout entrepreneur, ou enfin, gens qui veulent entreprendre. Il y a un moment pour brainstormer, il y a un moment pour explorer plein de choses, et quand on a choisi, il y a un moment pour exécuter. Et quand on exécute, on est focus, on est dans ce qu'on fait. Et voilà. Et je pense que c'est 2 phases dans la vie d'un entrepreneur. On parlait, tu sais, juste avant de ce déclic. Mais en fait, ce déclic, tu peux l'avoir aussi quand tu es déjà entrepreneur. Enfin, c'est cette recherche de projet, etc. Mais c'est super et c'est ce qu'il faut toujours avoir un peu en fond. Pour autant, quand on se lance dans quelque chose, voilà, c'est hyper important voilà, la génération d'idées et l'exécution, c'est 2 choses très différentes. Il y en a qui vont être bons dans la génération d'idées, d'autres moins bons, mais meilleurs en exécution. Donc je pense qu'il faut aussi connaître ses forces et faiblesses, mais en tout cas, il faut bien savoir que quand tu es dans l'exécution, tu vas à fond, tu es focus et tu penseras, entre guillemets, à l'après. Après. Et il y a une question qui était, à vrai dire, ma 2e question de l'interview, mais que je te pose là maintenant à la fin. Pourquoi Merci Walter? Pourquoi ce nom? Alors oui, déjà il faut trouver un nom. Ça, c'est super compliqué. En fait, c'est peut-être le truc le plus compliqué de tous les projets, c'est de trouver le nom de ta boîte. Écoute, en fait, dans l'idée, on voulait pas être... Enfin, t'as compris que du coup, on voulait pas être un producteur de lait, d'eau, de jus, etc. Donc, on voulait pas être trop à consonance marque, si tu veux. On s'est dit, nous, finalement, on est quoi? On est un trait d'union, on est un facilitateur. Et donc, on a tout de suite penché pour un nom qui soit un prénom, enfin, tu vois, qui soit personnifiant. Et donc, en fait, en brainstormant, etc., on est tombé sur Walter. En fait, c'est une amie qui s'appelle Juliette qui, un jour, me dit, mais en fait, il faut que tu l'appelles Walter. Et après, on s'est dit, mais en fait, ouais, c'est génial, Walter, water, l'eau, alter, autrement, enfin, l'autre. Et donc, en fait, voilà, naturellement, ça s'est créé. Et puis... en jouant un petit peu là-dessus avec du coup Maëlys qui fait notre marketing, on s'est dit on va rajouter le merci, c'est cool. Et puis finalement en fait tout le monde s'est mis à dire mais c'est trop cool, merci Walter, c'est sympa. Puis il y avait cette dimension de je dis merci à quelqu'un. Donc voilà, et finalement tu vois le merci Walter, le truc qui est sympa c'est que ça peut matcher avec n'importe quelle autre marque. Tu vois, c'est pas ça cross ça, c'est Walter cross une marque, c'est merci Walter de me proposer des produits en grand format, du coup, merci Walter de m'aider à réduire ma consommation de plastique, mon empreinte carbone, etc. Donc voilà, il y avait ce côté un peu sympa et on s'est dit, vas-y, on va trouver un nom qui fasse plaisir, quoi. Et c'est vrai que finalement, on parle de la psychologie positive, tu dis merci, c'est toujours positif. Et d'ailleurs, sur les nouveaux, on est en train de refaire nos packaging. Sur le dessus du packaging, on va avoir une quinzaine de mantras du coup, que tu peux lire en fait en remplissant ton verre d'eau le matin. Voilà, tu appuies sur ta fontaine, tu remplis ton verre d'eau, tu lis un mantra, c'est des petites phrases, mais finalement, l'idée, c'est aussi de t'imprégner un peu de good vibes et de choses positives. Voilà. Justement, en parlant de good vibes, au regard de ton parcours, que ce soit tes études, le salariat, le moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de ton parcours? Est-ce que tu n'as aucun regret? Est-ce que tu es heureux, tout simplement? Ouais, je suis super heureux. J'ai aucun regret. Et je pense que j'ai aucun regret parce que je suis allé au bout de chaque expérience. Ça, c'est déjà important. Puis je suis pas je suis pas de nature à regretter, si tu veux. Je peux vraiment me dire ok, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça, etc. C'est plus de l'expérience pour moi, mais en tout cas non, j'ai pas de regrets, je suis super content. Ça veut pas dire que je suis pas inquiet parfois parce que voilà, on est soucieux, mais voilà, en tout cas si c'était à refaire, je vois pas vraiment ce que j'aurais fait différemment, quoi. Ou alors si j'aurais peut-être fait des choses différentes par curiosité pour voir où j'atterris aujourd'hui. Mais non, je veux dire non, aucun regret. On arrive au terme de cette interview et comme à chaque fois, je laisse à mon invité, le soin de faire la conclusion. Donc, soit tu peux t'adresser directement aux gens qui nous regardent avec cette caméra, soit on peut continuer dans l'échange, mais vas-y, c'est à toi. Non, je pense que la conclusion, je vais parler de moi.
j'ai parlé de Walter. Je pense que la conclusion, c'est surtout à tous les gens qui vont écouter ce podcast et qui sont en fin d'études, qui se posent des questions, ou jeunes dans le salariat ou entrepreneurs. En fait, il y ait peur de rien. L'entrepreneuriat, c'est à la portée de tout le monde. Il faut bien savoir si c'est ce qu'on a envie de faire, mais si c'est ce qu'on a envie de faire, il faut y aller. Il y a quelques principes importants à garder en tête. On trouve une idée, on exécute, on est focus dans ce qu'on fait. Et puis pas avoir peur de l'échec aussi. Parce que tout à l'heure, on parlait de regrets. Moi, j'ai pas de regrets. J'ai eu des échecs. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des échecs. J'ai eu des échecs. J'ai jamais vu ça comme des échecs, parce qu'en fait, j'essaie d'en tirer des enseignements. Et puis quand je regarde en arrière, je suis pas triste de ces échecs, parce que c'est ce qui m'a construit. Donc pas avoir peur, y aller, bien s'entourer, pas avoir peur de l'autre en fait, parce que je pense que on fait rien sans les autres, et que à partir de ce moment où on est assez ouvert et on est travailleur et on est focus dans ce qu'on fait, y a pas de raison qu'on arrive à rien faire, quoi. Et c'est jamais trop tard aussi, l'autre truc. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode du podcast de Business School. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.